Il y a quelques jours, je suis tombé sur une allocution du docteur Andreo Spina. Il affirme quelque chose qui m'a énormément déconcerté. D'après lui, nous serions capables de faire le grand écart sous anesthésie générale. Oui, même si on est loin d'y arriver en temps normal. En d'autres termes, ce serait tout le système nerveux qui contrôlerait notre corps. Cela remettra en cause beaucoup, mais beaucoup de choses sur la souplesse et la mobilité. Vous vous en doutez, il faudrait que j'en comprenne un petit peu plus. Alors, j'ai mené l'enquête. Est-ce que ces affirmations ont été appuyées par la science? Est-ce que ces affirmations ont été prouvées par l'expérience? Et surtout, est-ce qu'on pourra se servir de cette découverte pour progresser en souplesse de façon spectaculaire? Plusieurs spécialistes dans le domaine de la mobilité et des scientifiques ont déjà montré l'importance du système nerveux pour développer la souplesse. Et le docteur Andreo Spina est très écouté et très suivi dans le monde de la mobilité car il a développé une méthode qu'il appelle Functional Range System. Il a incrémenté les nouvelles découvertes scientifiques dans sa méthode pour travailler la mobilité vraiment de façon vraiment différente. Pour rendre plus imagé ce concept, il cite souvent l'exemple que tout le monde serait capable de faire un grand écart sous anesthésie générale. Il insinue par là que seul le système nerveux contrôle et protège le corps pour aller dans des amplitudes dangereuses ou considérées comme dangereuses. Je m'imaginais déjà allongé sur la table d'opération avec ma jambe à côté de l'oreille. Ça m'a tellement marqué qu'après son speech, je suis allé voir sur internet pour avoir un peu plus d'informations. Et ceci pour deux raisons. La première, la curiosité, c'est normal. Et la deuxième, pour connaître les secrets, les astuces de la mobilité pour pouvoir peut-être intégrer toutes ces nouvelles informations à ma pratique et bien sûr à celle des personnes que je coach. Alors bienvenue dans mon enquête. Dans un premier temps, classique, je commence un petit peu de Google, un petit peu de YouTube pour un peu débroussailler le sujet. Alors là, je tombe sur plein de cul-de-sac. Je vous laisse imaginer, je me suis laissé aspirer par le vortex qu'est YouTube avec toutes les vidéos d'anesthésie. Oh là là, ça va pas être facile. Puis je tombe sur cette vidéo où on parle de manipulation sous anesthésie. On le retrouve souvent sous l'anagramme MUA, Mobilization Under Anesthesia. Et là, le praticien nous explique que c'est beaucoup plus facile de manipuler le patient sous anesthésie, car il n'y a pas d'appréhension, pas de douleur et le corps semble beaucoup plus aisé à mobiliser. C'est intéressant ça. C'est pas mal comme début, mais je trouve rien de concret car c'est souvent des reportages, donc moi j'ai besoin de chercher un petit peu plus loin. Je laisse un peu de côté YouTube et Google et je vais un petit peu chercher sur PubMed. Je ne sais pas si tu connais, c'est un moteur de recherche en anglais sur les différentes publications des études scientifiques. Alors en général, suivre du contenu en anglais, ça va, je suis presque quotidiennement des vidéos en anglais, je me dis c'est bon, je maîtrise. Mais alors là, allez, dans un moteur de recherche qui référence des études scientifiques en anglais, courage. Le plus gros problème, c'est d'essayer de trouver déjà les bons termes pour essayer de retrouver ce qu'on cherche. Sauf que, bien sûr, il n'y a personne qui va me dire études sur le grand écart en anesthésie. Donc je commence un petit peu à chercher et dans mes recherches, petit à petit, je cherche avec différents termes et là, sous le terme un peu anesthésie, on commence à trouver des choses. Mobilisation sous anesthésie, ça revient. Les pistes commencent à être intéressantes. J'ai même trouvé une étude où on parle de gain d'amplitude au niveau du genou sous anesthésie générale. On gagne quelques degrés de flexion au niveau du genou. Super, c'est un bon début. Même si je n'ai pas trouvé ce que je cherche, je commence à comprendre que les manipulations articulaires sous anesthésie se font assez régulièrement. Petit retour en arrière, je reviens sur Google, je vais un peu chercher un petit peu plus dans les définitions un peu de l'anesthésie. Alors j'ai appris un truc que je ne savais pas du tout, c'est qu'on administre 3 types de substances chimiques aux patients. Des substances de type hypnotique pour endormir, des substances de type morphinique pour soulager la douleur, des substances issues du curare pour détendre les muscles pour pouvoir mieux opérer. La piste continue. Le curare serait donc notre piste pour gagner en souplesse. Mais on peut faire ce grand écart, oui ou non? Alors là, je vous avoue, là, je suis prêt à baisser les bras parce que je suis curieux quand même, mais je me suis dit, il n'y a que des freakies comme moi qui peuvent se poser vraiment des questions si est-ce que c'est possible de faire un grand écart, oui ou non? Et franchement, décortiquer des publications sur PubMed, c'est vraiment pas mon kiff. Et là, je suis tombé sur un forum. Quand la dernière fois, vous étiez encore sur des forums qui dataient quand même de 2014. Et là, d'autres freakies comme moi qui s'intéressent beaucoup à la souplesse, on commence à échanger exactement sur cette question. Thank God!
Et donc quelqu'un s'était déjà posé la même question avant moi et voulait aussi avoir des études ou des preuves de cette affirmation. Alors je dévore ce forum avec les différentes interventions et dans un des posts, il ressort des études du docteur Robert Schlepp, un Allemand qui s'est intéressé à ce rapport entre système nerveux, souplesse, sous anesthésie générale. Alors ce n'est pas des grandes études avec beaucoup de personnes. Le premier exemple que je tombe, on parlait je crois de moins de 5 personnes, mais avec certaines personnes qui avaient leur mobilité d'épaule bloquée là, allongée sur le dos, où ça ne bougeait pas, et après anesthésie, boum, boum, ça tombait derrière l'oreille. Donc parfait, c'est déjà une piste, ça va sûrement nous aider à savoir si on peut faire un grand écart sous anesthésie. Comme on en a parlé précédemment sur PubMed, on retrouve aussi cet exemple de gain de mobilité au niveau de la flexion du genou. Et chaque fois dans le débat qui ressort, c'est vraiment toujours cette importance du système nerveux. Donc là, j'arrête tout. Avant de continuer et de vous expliquer ce que j'ai découvert, il faut vraiment clarifier les choses et poser certaines bases pour qu'on comprenne de quoi on va parler. Parce que tous ces termes, flexibilité, souplesse, mobilité, c'est pas toujours très clair et on a besoin de faire une mise au point avant de pouvoir continuer. On commence par le plus facile, parce que le premier concept est le plus simple. Parce que souvent, c'est des anglicismes, des synonymes, des traductions qui veulent dire la même chose. Donc, stretching, étirement, assouplissement, flexibility, flexibilité, souplesse, tout ça, on va le mettre dans le même panier, on va donner le terme souplesse. Donc, si on va dire, je vais faire un cours d'étirement, je vais faire un cours de stretching, c'est la même chose. Et donc, dans tous ces termes, ça amène une notion d'allongement musculaire, vraiment le corps du muscle, la viande qui s'allonge, ok? Mais dans l'esprit collectif, on pense vraiment toujours seulement à cette partie musculaire et on ne prend pas en compte l'amplitude articulaire. Normalement, c'est connecté ensemble, mais on va en reparler dans la suite de la vidéo. Et deuxième problème, c'est pas toujours bien défini si c'est passif, actif. Passif, c'est quand on va utiliser une force extérieure, que ce soit le poids du corps, la gravité, même l'élan. C'est pour ça que pour moi, les étirements balistiques, on donne l'élan, ça pourrait être actif. Mais finalement, comme ils ne sont pas contrôlés, c'est plutôt un travail avec de l'élan, donc une force extérieure. Donc on va aussi les considérer comme passifs. Donc ça, c'est super important. La définition de la souplesse, donc, c'est la capacité d'un muscle de s'allonger passivement. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et maintenant, la question la plus importante qui va être le cœur de cette vidéo pour pouvoir répondre à la fin de la vidéo sur le grand écart sous anesthésie et surtout pour savoir comment différencier notre pratique, c'est savoir vraiment la différence entre souplesse et mobilité. Et donc si on veut comprendre cette différence, il faut définir la mobilité. Au contraire de la souplesse, la mobilité est active et elle est composée d'amplitude articulaire, de force et de contrôle moteur. L'amplitude articulaire, c'est la souplesse, donc cette souplesse passive. La force, c'est la capacité d'intégrer cette nouvelle amplitude de manière active. Et le troisième aspect, c'est le contrôle moteur. En fait, c'est le cerveau, via le système nerveux, qui contrôle notre mobilité. Et c'est là qu'on commence enfin à se rapprocher de notre question du grand écart sous anesthésie générale. Est-ce que le contrôle moteur peut nous limiter dans ce grand écart? Mais là, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est le contrôle moteur. C'est aussi super important et intéressant. En fait, le cerveau veut vous protéger. Il ne vous laisse pas aller dans des amplitudes qu'il pense ne pas maîtriser. Et le plus gros principe, c'est le réflexe myotatique. Le muscle, quand il est étiré, a un réflexe de contraction pour limiter cet étirement. Et ça tombe bien pour ne pas être écartelé à chaque fois qu'on tombe. Je comprends que ça ne vous parle pas trop encore tout ce contrôle moteur, mais je vais vous donner des exemples très facilement faisables à la maison. Le premier est le travail de respiration. On parle souvent de cette respiration diaphragmatique ou abdominale qui permet de détendre le corps. Donc, je vous donne l'exemple. Vous vous mettez dans une position d'étirement, okay? N'importe laquelle, quel muscle vous voulez étirer. Et là, vous allez commencer à essayer de respirer, idéalement par le nez, inspirer, expirer par le nez, et avoir cette respiration ventrale, okay? Où on fait travailler son diaphragme. Avec cette respiration, on va stimuler un petit peu plus le système nerveux parasympathique. Et en fait, en résumé, qu'est-ce qu'on fait? On dit au système nerveux, t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a pas de danger, tu peux te laisser aller. On peut contrôler son système nerveux en le calmant un petit peu et gagner un petit peu plus d'amplitude. Pour ce deuxième test, on va mettre en application la technique PNF.
Ok? Donc là, on va le faire pour les ischio-jambiers. Donc on va prendre une sangle, on va être ici et on va, dans un premier temps, étirer notre chaîne postérieure, nos ischio-jambiers. On va jusqu'au maximum et là, on se dit, on ne peut pas aller plus loin. On est allé un petit peu plus loin avec sa respiration, mais là, on peut prouver que très rapidement, on peut aller plus loin juste en travaillant sur le système nerveux. On va donner une action, on va contracter ces ischios, on va donner une information nerveuse qu'on contrôle, qu'il y a de la force au niveau de cette amplitude, et quand on relâche, on va pouvoir gagner quelques degrés et aller un petit peu plus loin. Donc il y a toujours une limite pour l'instant, mais c'est vrai qu'en quelques répétitions, tu peux progresser assez facilement. Alors bien sûr, c'est un effet à court terme, mais ça vous montre l'importance du système nerveux sur la souplesse et la mobilité. Et maintenant, ça nous sert à quoi de savoir ça et comment on peut l'appliquer pour progresser, améliorer notre souplesse? On fait un petit résumé. La souplesse, c'est vraiment cette capacité-là, comme tu peux le voir, de manière passive, à pouvoir aller dans une amplitude, une certaine amplitude. Et la mobilité, c'est la capacité d'y aller de manière active dans cette amplitude. La mobilité semble un domaine un peu plus complet et beaucoup mis en avant actuellement. Ça pousse cette compréhension du corps un petit peu plus loin en prenant vraiment en compte ce travail d'amplitude articulaire, mais vraiment aussi de force et de contrôle. C'est vraiment très très intéressant pour le bien-être des articulations. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas dénigrer le côté passif, parce qu'on a bien vu dans la mobilité, il y a une partie, c'est le côté passif. Une entité fait partie de l'autre. Et surtout, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si après avoir passé une grosse journée de travail, tu as envie de rentrer à la maison, te détendre, te faire du bien au corps, déconnecter, moi je t'invite peut-être à te diriger vers de la souplesse passive et vraiment à te concentrer sur ton travail diaphragmatique, de respiration, de détendre. Ça plaît vraiment bien aussi les gens qui ont envie de quelque chose un petit peu plus zen, aussi un côté un petit peu plus antalgique, se faire du bien. Il faut juste garder en tête que les progrès à long terme peuvent être limités et il n'y a pas du tout cet aspect fonctionnel. Tu peux être capable de faire un grand écart pour une belle photo sur Instagram, mais ne pas être capable de soulever ta jambe en hauteur. Et moi-même, j'invite souvent dans mes exercices à rajouter petit à petit un petit peu plus de travail de mobilité, car on résumait trop souvent ce travail d'étirement juste à du travail de souplesse passif. Mais après, je ne suis pas un ayatollah du travail actif, travail actif, travail actif. Souvent, tu vas remarquer dans mes posts, dans les vidéos que je fais, dans les coachings que je donne, c'est souvent un petit mix de deux. Du travail passif, parce qu'il faut aussi savoir faire ça tranquillement, et aussi un petit peu du travail actif qui peut parfois être un petit peu plus demandant. Après, le problème, c'est que souvent, c'est difficile de mettre des étiquettes. Moi, par exemple, quand je vais faire mon travail de pancake, d'écrasement facial, eh ben, il y a des moments où ça va être vraiment plus passif, et il y a des moments où ça va être un petit peu actif. Et je vais vous donner ma petite méthode pour vous faciliter les choses et la compréhension. Avant de connaître vraiment la définition exacte, la souplesse, de la mobilité, j'ai plutôt séparé les mouvements en 3 catégories. Car le plus important, ce n'est pas la justesse du terme, ça c'est de la politique, mais c'est vraiment de comprendre et essayer de pratiquer différentes choses. Ma première catégorie, c'est quelque chose de très large, ce que j'appelle le mouvement. Car on peut travailler sur de la mobilité sur du mouvement, comme par exemple dans du yoga, mais aussi du renforcement musculaire. Je peux travailler ma mobilité de cheville avec des fentes, je peux travailler mes ischios avec du good morning, du deadlift. On peut aussi avoir des combos, des enchaînements un petit peu qui vont faire travailler du renforcement musculaire et de la mobilité. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Et bien sûr, si ça t'intéresse ce type de contenu, n'hésite pas, hein, tu me le dis en commentaire. Benoît, fais-nous une vidéo sur ce type de mouvement, une séance de mobilité comme ça. Je vous la fais. Ma deuxième catégorie, c'est le côté passif. Et ça, c'est ce qu'on connaît un peu le plus. Okay, c'est les étirements passifs qu'on peut voir souvent, par exemple, en hatha yoga, dans les séances de stretching, ce qu'on vous donne souvent, les étirements, le travail de souplesse passif. Mais même si, par exemple, on va faire la technique que je vous ai parlé avant, PNF, pour moi, ça reste quand même ce côté passif. Il y a toujours cette notion travail extérieur qu'on vous pousse, où vous êtes en train de tirer quelque chose et on gagne notre amplitude, cette souplesse de manière passive. Et ma dernière catégorie, le côté actif, c'est de travailler toujours sur mes positions statiques, mais d'implémenter de la force en utilisant le réflexe d'inhibition réciproque. Très simplement, quand on contracte un muscle d'un côté d'une articulation, comme le biceps par exemple, le muscle opposé, le triceps, reçoit une information comme quoi il doit se détendre. Et ça va être aussi important pour réussir à travailler sa mobilité. Renforcer les muscles opposés pour pouvoir libérer.
et c'est un travail souvent très intense. Donc maintenant qu'on a mis un peu les choses à plat, on peut revenir sur notre forum. Vous vous rappelez le forum Stretch Therapy 2014 avec différents intervenants qui nous parlaient du docteur Robert Schlepp. Il nous explique qu'on a vraiment du gain au niveau de la flexion, au niveau des épaules, c'était vraiment flagrant. On a aussi des gains d'amplitude au niveau de la flexion de genou, mais au niveau de la cheville, pas de gain d'amplitude. Ouh, ça sent mal là. Et pour les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, on a un gain de 8,1 degrés de gain d'amplitude. On est vraiment loin du grand écart. De ce que j'ai pu ressortir de leurs témoignages et de leurs recherches, c'est que le cerveau a vraiment un contrôle sur la souplesse des muscles et même des fascias, mais quand même il y a une limite structurelle. Donc comme on l'a vu dans les vidéos du début sur la manipulation sous anesthésie, il y a une facilité de mobilisation sous anesthésie. Okay, on peut plus bouger une articulation, la mobiliser, aller jouer peut-être avec la colonne, les cervicales. On est beaucoup plus facilement, le corps est plus malléable, mais il y a quand même une limite structurelle qui met, elle, un peu plus de temps à changer. Si on reprend le schéma précédent, on voit bien que donc, il y a la force que là, on peut jouer sur, par exemple, le curare pour donner de la souplesse à ses muscles. On peut limiter au niveau contrôle moteur le système nerveux sous anesthésie, mais il y a quand même toujours cette partie souplesse qui est plutôt physique. Et bien sûr, là, il y a toujours des limites structurelles. Donc, si moi je suis opéré, je pense que je pourrais faire le grand écart parce que je ne suis pas si loin du grand écart. Donc, si on enlève un petit peu, si on donne un petit peu plus d'élasticité dans les muscles, si on relâche le système nerveux, c'est sûr que j'y atteindrai. Mais quelqu'un qui a vraiment une grande raideur des ischios gagnera bien sûr en souplesse, mais ne pourra vraiment pas atteindre le grand écart. Donc, a priori, pas de grand écart sous anesthésie générale. Mais pourquoi le docteur Andreo Spina et d'autres aussi prônent autant cette théorie? Je pense qu'il utilise cette image pour avoir un impact fort sur son auditoire. D'ailleurs, ça a fonctionné sur moi. Donc, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas aussi totalement juste. Grâce à cette petite enquête, on a pu parler de la mobilité et comprendre le rôle de la souplesse, de la force et du contrôle moteur. Et mon meilleur conseil pour travailler votre souplesse, c'est déjà de comprendre votre but principal. Est-ce que vous souhaitez faire le grand écart? Est-ce que vous souhaitez vous déstresser ou vous détendre après une grosse journée de travail? Est-ce que vous souhaitez vous préparer au mouvement de la vie quotidienne ou d'une activité sportive? Ou entretenir vos articulations? Quand on connaît son pourquoi, il est beaucoup plus facile de choisir sa routine et on n'est plus obligé d'écouter les débats interminables pour savoir quelle ou quelle méthode est la meilleure. Car ce qui est vraiment important, c'est d'intégrer plus de mouvement et de mobilité dans votre quotidien. Car rappelez-vous, si vous n'utilisez pas toute votre amplitude articulaire, vous allez la perdre avec le temps. Use it or lose it. Donc allez-y, soyez actifs et travaillez votre mobilité. D'ailleurs, explosez les commentaires et dites-moi si ça vous intéresse des routines de mobilité à suivre en direct. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez soutenir un petit peu tout le temps de travail, de recherche que j'ai fait, n'hésitez pas à mettre un pouce et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche des notifications et pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt et rappelez-vous, soyez actifs!